Je vous remercie très chaleureusement de votre présence pour un exercice qui est assez atypique, qui est assez inhabituel, qui a très très bien marché ce matin. On avait un autre atelier ce matin et en fait il était extrêmement enrichissant, surprenant pour tout le monde, pour les étudiants comme pour les collègues enseignants-chercheurs qui ont participé de la même façon. Donc dans une discussion très, très informelle. Donc on va laisser beaucoup de place aux échanges, surtout aux échanges entre vous et auxquels on pourra évidemment se joindre en fonction de chaque sensibilité formation. Dans les remerciements, donc évidemment l'espace Mendes France est un partenaire extrêmement important pour nous, puisque en fait toute la logistique, etc., il nous accueille ici, donc ça nous permet de faire les choses en grand. Et cette action, en fait, les ateliers destinés plutôt aux étudiants et la soirée publique s'inscrivent dans une convention de partenariat entre Greenpeace France, l'association Greenpeace France, au travers du groupe local à Poitiers, et l'Université de Poitiers, de façon à créer des événements de manière pérenne qui permettent d'allier en fait les compétences et les expertises entre le milieu académique, scientifique, sciences humaines, sciences naturelles et autres, sur des thèmes qui intéressent à la fois Greenpeace et les chercheurs en question. Comme c'est une université généraliste, on a tout, on a ces différentes compétences. Et d'essayer de croiser un petit peu les regards et que chacun apporte son point de vue, son expertise dans ces différentes actions. Donc le thème qui a été choisi, la place de l'homme dans la nature, est assez vaste, hein, donc ça permet de le survoler et de l'approcher de différentes manières. Je vais laisser nos invités se présenter en quelques mots, et puis je reprendrai ensuite la parole pour lancer un petit peu le débat. Donc l'atelier de cet après-midi est parrainé par Gilles Butch. Donc je te laisse utiliser le micro. Oui, ça marche. Je précise un truc, comme vous avez pu le remarquer, je vais filmer. Donc je voudrais savoir s'il y a des gens qui ne veulent absolument pas apparaître sur la vidéo, en sachant que vous êtes tous masqués. On est tous masqués. Donc, qui lève la main, que j'essaierai de ne pas filmer, quoi, quand même. Non, tout le monde est... Personne. Donc vous vous masquez pour pas... Okay. bon, vos parents savent que vous êtes ici, donc ça va, c'est bon. Vous démasquez. Voilà, vous relevez le masque sur les yeux avant de parler, de poser votre question comme ça, de manière anonyme. Bon, ben, je me présente, donc je m'appelle Gilles Bouet, je suis anthropobiologiste, pas du tout politiste. Je travaille sur la dynamique bioculturelle. J'ai travaillé longtemps à la fac de médecine de Marseille. On a travaillé sur beaucoup de choses, en particulier le corps humain, toutes ses représentations biologiques et culturelles. Et puis depuis 10 ans, je travaille à Dakar, dans un laboratoire qui s'appelle Environnement, Santé et Société. Et moi, je travaille plus particulièrement dans un observatoire que je co-dirige avec le professeur Aliou Guissé, qui s'appelle l'Observatoire Homme-Milieu Tessékéré et qui travaille sur la Grande Muraille Verte. Je pense que tout le monde connaît la Grande Muraille Verte depuis qu'Emmanuel Macron en a parlé, donc je pense que c'est un secret pour personne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet scientifique, c'est que nous travaillons de manière extrêmement interdisciplinaire, puisque ça va de l'anthropologie jusqu'à la chimie des substances naturelles, en passant évidemment par l'écologie. Et nous travaillons aussi dans un rapport nord-sud avec des collègues chercheurs africains extrêmement aussi structurés et vraiment complémentaires. On s'entend vraiment très bien, je tiens à le dire. Voilà, merci. François ? Eh ben, vous m'entendez ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, François Chartier. Alors, il s'avère que je suis de formation historien et sciences politiques, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là comme chargé de campagne de Greenpeace France, essentiellement chargé de campagne océan. Et c'est vrai que c'est un sujet où la question de la place de l'homme dans la nature, alors c'est une nature un peu plus mouillée et un peu plus lointaine, mais ça, c'est évidemment déterminant, le rôle des espaces à conserver, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un usage durable de cette nature et le rôle des océans justement dans les équilibres globaux en termes
de biodiversité ou de climat. Donc on est clairement en plein dans ce débat. C'est un sujet que nous, à Greenpeace, on a surtout abordé sur deux angles, la lutte contre la surpêche ou les activités destructrices en mer, existantes ou potentielles, par exemple l'exploitation des minerais en grande profondeur qui est soutenue par le gouvernement et par certaines industries, ou comment mettre en place des aires marines protégées, des zones de protection, sans être justement dans une logique de mise sous cloche de la nature face au... Voilà. On est en plein dans le sujet, mais avec une approche militante et avec l'idée de peser dans le rapport de force. Et puis un autre sujet sur lequel je travaille depuis 2 ans maintenant avec Greenpeace, c'est on a créé une coalition qui s'appelle Plus Jamais Ça, qui est d'une certaine manière totalement inédite pour nous, puisqu'on travaille avec des syndicats, notamment la CGT, la FSU pour l'enseignement ou solidaire, mais d'autres associations comme Oxfam, les Amis de la Terre et Attaque. Et l'idée étant de voir comment on peut porter comment on peut arrêter l'opposition fin du monde, fin du mois, et dans laquelle effectivement l'utilisation des activités humaines se pose, et comment finalement porter ensemble des enjeux sociaux et environnementaux contre finalement des causes de la destruction de l'environnement et de la casse sociale qui sont globalement les mêmes, c'est-à-dire le modèle d'un capitalisme libéral et productiviste. Donc voilà, et très content de pouvoir débattre de tout ça avec vous. Frédéric-Jeanne. Bonjour, Frédéric-Jeanne Richard, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Poitiers. Et mon domaine, c'est l'écologie, le comportement animal, plus précisément sur l'aspect recherche. Je m'intéresse aussi à tout ce qui est services écosystémiques, notamment la pollinisation, la faune du sol, et où on essaye de plus en plus, dans ces approches, de donner une valeur marchande à la biodiversité pour s'adresser davantage aux économistes et aux politiques. Que vous dire d'autre si ce n'est que la place de l'homme dans la nature, elle évolue et malheureusement dans les grandes villes, et c'est là où il y a une majorité de la population qui est en train de migrer, on est de plus en plus déconnecté à cette nature et déconnecté aux animaux. Pourtant, ça nous procure énormément de bien-être, cette connexion. Mais c'est quelque chose dont on aura l'occasion de discuter. Jérôme. Voilà, donc moi je suis historien et donc d'un autre monde puisque c'est le 19e siècle dont j'étais spécialiste initialement. Mais comme j'ai fait ma thèse à Sciences Po, j'ai beaucoup privilégié la dimension pluridisciplinaire. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite vu avec beaucoup d'intérêt la proposition de Yves, parce que la pluridisciplinarité en sciences humaines, c'est surtout entre histoire, philo, sociologie, géographie, mais le contact avec les sciences dites exactes est insuffisant et je trouve que c'est un manque, surtout que le parcours action publique territoriale du master en sciences politiques qui existe depuis 2 ans a pour objectif de préparer à des carrières ou des actions dans le domaine politique qui impliquent de consulter, de comprendre le discours scientifique et de le mettre en rapport avec des modalités d'action et des potentialités. Et donc, ça correspond tout à fait avec cette volonté de pédagogie par la pluridisciplinarité. En histoire, moi je suis plutôt spécialiste des représentations politiques et de leur influence sur les modalités d'action. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve que le dialogue d'aujourd'hui est tout à fait stimulant et que j'espère qu'il pourra prendre par la suite une pérennité ou en tout cas d'autres formes plus continues encore. On l'espère. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ce matin, on avait une promotion de master qui était plutôt historien, géographe, et puis des écologistes qui se forment plutôt pour la gestion de l'environnement. Cet après-midi, on a des spécialités plutôt orientées sciences politiques, et aussi l'aspect éducation. Donc, ces 2 aspects, en fait, qui vont être complémentaires par rapport au débat qu'on a eu ce matin. En fait, le point de départ qu'on a eu ce matin qui marche assez bien, c'est vous avez reçu un lien pour une enquête, donc tout le monde n'a pas eu le temps d'y répondre.
mais ça permettait d'essayer de voir un petit peu quelle représentation vous pouviez avoir, donc uniquement en prenant en compte l'origine des étudiants, la spécialité des étudiants, hommes-femmes également, et puis de cumuler, voir la perception de la place de l'homme dans la nature passée, et puis ensuite actuelle et future, aussi bien pour des qualificatifs que pour des verbes d'action. Et on est parti un petit peu de ces nuages de mots, et très rapidement on s'en est affranchi. Mais je continuais de passer les diapos au fur et à mesure, et on est parti du passé, on a abordé le présent, et on a continué en essayant de voir ce qui pouvait être fait pour le futur, et on retombait sur des notions qui étaient évoquées dans les nuages de mots. Donc il ne s'agit pas de commenter tous les points, mais après l'idée c'était de rechercher si on retrouvait aussi cette notion. Donc la version passée, en fait, ici, vous avez tout cumulé. Si on sépare un petit peu pour la version des étudiants, plutôt les humanistes, alors je ne sais pas si le terme est bien choisi, et puis les naturalistes, donc plutôt côté sciences humaines et arts, sciences politiques, et puis côté sciences naturelles, sciences de la vie et de la terre, globalement. On avait un recul qui était différent selon les personnes. Soit on retombait sur des notions extrêmement ancestrales, notamment la conception de la place de l'homme préhistorique dans la nature, comment il exploitait les choses. Et puis pour d'autres, c'était une approche beaucoup plus récente, c'était un passé proche. C'est pour ça qu'on a des termes qui sont un petit peu en opposition. On a des harmonies, par exemple, et puis conflictuelles qui vont se superposer. En fait, c'est des notions de perception de ce recul. Et côté verbe, en fait, là aussi, on peut séparer un petit peu les choses. Et globalement, c'était l'exploitation des ressources qui conduisait à des choix, à une montée en puissance qui finissait par construire un modèle qui n'était plus adapté au renouvellement des ressources. Donc, est-ce que je sais que vous avez travaillé sur certains aspects est-ce que vous voulez aborder un point particulier ou commencer qui se jette à l'eau? Moi, c'était surtout, à la base, c'était plus une question. Quand on parle du passé, on parle vraiment de l'homme avant aujourd'hui, donc c'est-à-dire de la préhistoire à aujourd'hui. Parce qu'en soi, entre la préhistoire et il y a 1000 ans et il y a 2 siècles, c'est pas vraiment la même place que je mettrais déjà dans l'homme. Mais sinon, moi, je comprends pas notamment le mot respectueuse. Je ne vois pas pourquoi l'homme du passé semble plus respectueux que celui d'aujourd'hui. Notamment, peut-être pas l'homme préhistorique, encore, mais l'homme historique n'a pas vraiment été très respectueux de la nature, peu importe où sur la planète. En général, je ne vois pas pourquoi ce mot est là, en fait. C'est une opinion. Oui. Non, mais justement, moi, je veux bien qu'on m'explique pas qui a mis respectueux, mais qu'on m'explique. Il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par respectueux déjà. C'est ça. Après, peut-être pour rebondir, il y a une mythologie un peu d'idéalisation d'un passé ou d'un idéal où l'homme n'aurait pas eu d'impact. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu, depuis notamment que l'homme est venu en Europe, il y a eu énormément d'espèces qui ont disparu parce qu'on les a mangées. Donc il y a déjà une première manière de voir les choses, et ça, c'est pas de tout nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que très vite, dès l'Antiquité, on a modifié le climat global. On a modifié le climat global dès qu'on s'est mis à faire des mines d'argent. Et on le voit dans les carottes, par exemple, glaciaires au Groenland, dans la présence du plomb, des isotopes de plomb. Donc toutes ces questions d'impact sur le climat global, ça ne date pas de l'ère industrielle.
C'est une piste de réflexion en tout cas. Ce matin, ce qui a été évoqué, c'était aussi alors, il n'y a pas de spécialiste de la question, enfin, surtout par moi, mais au niveau des stratégies d'approvisionnement, de cette évolution de stratégie d'approvisionnement, notamment de gestion par rapport aux ressources, le fait d'aller collecter, chasseurs-cueilleurs, en fait, d'aller collecter ces ressources, nécessite de respecter la remise en circuit, c'est-à-dire de laisser l'environnement reproposer à nouveau des ressources. Et le passage à l'agriculture, par exemple, le fait de pouvoir produire ses propres ressources, et après il y a une question d'abondance, une question de consommation, une question de richesse, qui peut être inégale si vous avez la possibilité de faire des bonnes cultures ou si au contraire l'endroit où vous êtes n'apporte pas ces nutriments, etc. Donc toutes ces convoitises, ces rivalités entre tribus. Donc la notion de ressources et d'exploitation, d'approvisionnement entraîne ou non un certain respect de cet environnement et qui ensuite a évolué. Oui, je veux bien rajouter quelque chose. Une des grandes différences entre le paléolithique, c'est-à-dire avant le néolithique, avant l'émergence de l'élevage et de l'agriculture, c'était le nomadisme. C'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs étaient des populations de nomades qui devaient tout le temps se déplacer pour aller chercher effectivement de la nourriture. Donc l'environnement se reconstituait extrêmement vite. Où ça a commencé à changer, c'est avec la sédentarisation induite par l'agriculture qui fait qu'effectivement, il a commencé à y avoir des concentrations d'habitats, d'habitants, et donc de pression sur l'environnement. Voilà. Moi, je voudrais ajouter qu'il faut se méfier de ce qu'on appelle, nous, l'anachronisme, c'est-à-dire de plaquer sur le passé des notions et des concepts d'aujourd'hui, de considérer que l'attitude de l'homme a été une exploitation, qui a une connotation négative, que c'est une agression, une transformation. C'est vraiment appliquer la manière dont on voit aujourd'hui l'activité humaine pour considérer le passé. Jusqu'au XIXe siècle, l'homme considère la nature comme hostile, comme dangereuse, pas seulement pour les volcans, mais pour les inondations, pour les incendies, et considère que son activité consiste, entre autres, à se protéger et puis à mettre en valeur. Donc ce n'est pas considéré comme une exploitation au sens même des rapports humains avec un dominant et un dominé, mais c'est considéré comme une mise en valeur grâce à la raison, grâce à la science, grâce à l'activité. Et donc c'est notre époque qui, à cause des 30 glorieuses de l'industrialisation forcenée, l'a vécu comme une destruction, qu'on a un peu tendance à relire tout le passé avec ce regard presque dénonciateur. En historien, je dis toujours que notre démarche, ce n'est pas de juger, mais c'est de comprendre. Et on pourrait dire pareil pour les géographes aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi d'autres cultures, d'autres civilisations ont des attitudes différentes dans leur rapport à la nature. Donc voilà, il faut un petit peu se méfier de certains termes qui sont péjoratifs et qui ne rendent pas compte réellement des rapports de l'homme à la nature en d'autres temps et de comment il percevait la nature. Je me permets de rebondir du coup. C'est vrai que quand on dit l'homme, en fait, on pense l'humain, mais dans le cas précis, c'est effectivement le point de vue ou le modèle de l'homme blanc européen dans un système patriarcal, christianisé et sédentarisé. C'est-à-dire que l'homme dont il est question là, finalement, c'est une période de l'histoire très courte et c'est une ère géographique très resserrée, mais qui a complètement envahi l'ensemble de la planète. C'est un point de vue qui serait très, très, très différent si on se place du point de vue amérindien ou du point de vue d'autres régions, en Afrique ou en Asie ou en Océanie. On n'aurait pas du tout la même résonance, la même logique, quoi. C'était juste en
en appui à ce qui était dit, sur le fait aussi que les gens ont très peur des maladies. La nature, c'est aussi les maladies, les virus, les bactéries. Et je m'imaginais, en écoutant Monsieur Grévy, si je prenais l'un d'entre vous et que je le déposais au milieu de la forêt tropicale. C'est la nature, par excellence. C'est magnifique, c'est beau. Mais peut-être qu'un grand nombre de personnes, surtout les citadins, auraient peur, ne sauraient plus comment se comporter. Et pour eux, cette nature deviendrait hostile, alors que c'est l'emblème par excellence de la nature. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Je voulais rebondir sur le fait que vous parliez d'hommes blancs. À plusieurs reprises dans les mots, il y avait colonisé, colonisation. Moi, ça me choque un petit peu que ces mots-là reviennent quand on sait l'histoire que ces mots ont et qui parlent d'hommes noirs, d'hommes noirs et d'hommes maghrébins qui ont vécu une histoire traumatisante. Et voilà, en fait, je voulais juste souligner ça, moi, que ces mots me choquent de parler de cette place de l'homme dans la nature, d'utiliser ces mots aussi importants dans l'histoire de l'Afrique. Voilà. Sauf que je ne connais pas le contexte. C'était peut-être colonisation de la nature dans le sens où s'approprier les surfaces de plus en plus, etc. Je ne sais pas si c'était vraiment la notion humaine de la colonisation. Mais vous voulez en venir où là, parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que vous vouliez. C'est le fait qu'il y ait les mots dedans. Oui. Est-ce que ça ne reflète pas une réalité historique et idéologique à la fois? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance, par exemple, vous évoquez la forêt, on a tendance à se dire, par exemple, les populations amérindiennes qui vivent en Amazonie, elles vivent en harmonie dans une nature intacte. En fait, non, l'Amazonie, elle a été complètement modelée par la présence humaine depuis 15 000 ans. Ce n'est pas du tout un espace intact dans le sens où il n'y a pas eu la mainmise de l'homme. Mais il n'a pas été colonisé dans le sens de l'homme moderne, justement, blanc, européen, occidental, etc., où l'idée est qu'il faut le valoriser, il faut le remodeler. Tant qu'on n'a pas fait des routes, des chemins de fer, etc., c'est pas domestiqué, j'emploie énormément de guillemets là-dedans. Du coup, effectivement, le point de vue culturel est complètement différent dans le rapport à la nature dans ces cas-là. Mais je suis totalement d'accord avec vous. C'était juste que le terme colonisé ou colonisation, c'est des termes qui sont très forts pour l'histoire de l'Afrique et que comparer, moi ça me choque. Voilà. Mais même si ce que ça sous-entend, je comprends tout à fait, mais c'est le terme en soi qui a une histoire humaine. Ou alors c'est comme pour les conquistadors von Humboldt qui, fin 18e, avait fait une lettre au roi d'Espagne en disant que la stratégie des colons espagnols en Amérique du Sud conduisait à la perte, que c'était une aberration au niveau stratégique de l'impact sur les peuples autochtones, mais aussi la gestion des ressources, de coupe à blanc, d'extraction minière, et que c'était une aberration quand ça allait épuiser les ressources immédiatement, évidemment pour les gens qui habitaient, et c'était en 1788 ou 89. Donc peut-être que c'est aussi l'impact dans l'environnement des régions qui ont été soumises à des colonisations irrespectueuses en fait à la fois des hommes présents et des ressources naturelles. Une autre réaction ? Moi, j'avais mis aussi, je ne sais pas si je l'ai mis ici, mais j'avais mis copier. Parce que je trouve que l'homme, en fait, entre guillemets, surtout du passé, parce qu'il s'inspirait énormément de la nature pour faire tout ce qu'il faisait, et a énormément, en fait, n'a juste que copié tout ce qu'il voyait, se l'est approprié, et on a fait un outil pour lui, pour survivre, Et je trouve que plus l'homme du passé que l'homme moderne, parce que maintenant l'homme actuel reprend justement l'homme du passé qui s'inspirait énormément de la nature pour se développer, pour
Justement, pour se déplacer, etc. Et du coup, j'avais mis ce terme, mais je ne sais pas où il est. Il doit être caché quelque part. Ah, voilà. Et je trouvais ça intéressant du fait que, à n'importe quelle époque, que ce soit justement à la préhistoire, l'Antiquité, il a toujours copié ce qu'il voyait et se l'est toujours approprié. Voilà, c'était surtout ça. Je trouvais ça intéressant comme concept. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez peut-être déconnecté de la nature ou pas? Est-ce que vous avez des expériences peut-être à partager à ce sujet ou... Moi, personnellement, non. Bon, après, la nature, comme dit tout à l'heure, si on me met en pleine jungle amazonienne, je ne sais pas si je serais très capable d'y survivre. Mais j'ai la chance d'être né à la campagne et d'avoir vécu à la campagne, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et pour moi, non, je me sens pas déconnecté de la nature, même si j'aimerais être plus connecté, effectivement. Voilà, c'est un peu... Enfin, moi, ça me fait l'effet qu'on est tous un petit peu déconnectés de la nature parce que, enfin, pour la plupart, on ne produit pas forcément ce qu'on mange, on va juste au magasin acheter avec les... Enfin, on n'a pas un lien vraiment direct avec la nature, je trouve. Dans notre rapport avec elle, oui, on est... Rien que dans notre façon de vivre actuelle, je parle pour la plupart des gens en France, pour se nourrir, pour vivre, on n'est pas en lien direct avec la nature. Il y a plein d'intermédiaires, il y a plein de... Donc dans ce sens-là, je trouve qu'on est pas mal déconnecté. C'est quoi la nature? C'est une bonne question. C'est ce qu'on mange? Ouais, non, mais ça comprend pas uniquement ça, mais je veux dire, la nature, c'est plus dans le sens... comment dire, le monde qui nous entoure est pas directement relié, on n'est pas directement relié à tous les animaux, à tout. Enfin, il y a plein d'intermédiaires humains entre tout ça et de tout ce qui va être industrie. Je trouve que ça nous détache des rapports qu'on avait à l'origine avec la nature. Quelle réflexion on peut avoir sur l'homme par rapport à la nature? Comment on se positionne par rapport à la nature? On est quoi, nous, finalement? Mais l'homme a tendance à se positionner au-dessus de la nature un petit peu, même si... Pas du tout dans la nature. Mais si, on en fait forcément partie, parce qu'on a une influence sur elle et qu'elle a une influence... Oui, complètement, oui. Oui, on fait partie intégrante de la nature aussi, c'est vrai, mais... Oui, c'est plutôt une... Oui, quand je disais... ce que je disais, c'était plus une vision où on est assez détaché de la nature, oui, où l'homme ne fait pas vraiment partie. Alors que si, il en fait quand même partie, mais... Donc il en fait partie sans en faire partie, quoi. C'est ça qui est compliqué. Oui, c'est ça. Évidemment. Et c'est là sur quoi il faut mener une réflexion un petit peu. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la nature, puisqu'on a évolué, on avait des ancêtres qui étaient hors de la culture, et nous, ce qu'on a introduit, c'est la culture. C'est-à-dire une technologie, des sentiments, le sentiment de la mort, etc., qu'ont pas en général les autres espèces animales, etc. Donc c'est quelque chose de relativement complexe. Et comme il a été dit justement tout à l'heure, la nature est quelque chose qui bien qu'on en soit issu, fait peur, inquiète. Il y a des maladies, il y a des tremblements de terre, etc. Donc finalement, jusqu'au début du XXe siècle, on va dire, l'homme a toujours essayé de dominer la nature pour montrer que c'était lui le plus fort et le plus puissant, donc il pouvait tout contrôler. D'où la situation d'aujourd'hui. On a peut-être un petit peu trop contrôlé. Et peut-être pour ajouter un élément de complexité tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on appelle la nature? Est-ce que c'est
juste le vivant, au sens le vivant, la faune et la flore, mais est-ce qu'on n'en manque pas un bout? Parce que notre climat, l'oxygène et le cycle du carbone, il repose exclusivement sur la présence de la vie. Sans vie, pas de climat. Notre sol, toute la roche sédimentaire, c'est de la vie, morte, mais c'est de la vie. Le pétrole, le gaz, le charbon, c'est de la vie aussi. Donc, d'une certaine manière, la nature, c'est l'ensemble. C'est un ensemble beaucoup plus vaste que simplement la faune et la flore. Alors, nous, on a tendance, je dis nous, enfin, les ONG qui s'occupent d'écologie, et puis les scientifiques sur lesquels on se repose, puisqu'on ne produit pas nous-mêmes la science, notamment sur la question de la protection de la biodiversité. On parlera davantage de biodiversité plus que de nature. On parlera davantage d'écosystèmes, d'équilibre des écosystèmes. Et finalement, quelle est la place dans cet écosystème de l'humain, plus que de l'homme d'ailleurs. Et à quel moment l'humain, dans ses activités humaines, justement, économiques et autres, déséquilibre des écosystèmes, en tapant par exemple trop fort dans les prédateurs, ou en tapant trop fort en bas de la chaîne alimentaire, etc. etc. Et du coup, dans cette notion d'écosystème, on est moins finalement dans un tableau romantique du 19e siècle allemand, où la nature elle est idéalisée, et on est beaucoup plus dans des logiques de dynamique et d'interaction, de choses qui ne sont pas deux univers qui sont côte à côte à se regarder un peu en chien de faïence, quoi. Dans la définition que le CNRTL nous donne de la nature, il explique et il définit la nature comme ce qui, dans la réalité, apparaît comme donné, comme indépendant de la volonté ou de l'action humaine. Et avec cette définition, est-ce qu'il existe encore une part de nature dans le monde qui nous entoure? Si on part du principe qu'il y a l'Anthropocène, non. Est-ce que les réserves naturelles sont naturelles? Puisque c'est l'homme qui les crée. Donc c'est l'homme qui dit ça, c'est la nature, etc. Tu veux parler? Je voudrais poser une question à mon voisin, Monsieur Chartier. Quand on est militant Greenpeace, qu'est-ce qu'on souhaite finalement? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit accompli finalement pour que vous disiez ça y est, on a gagné, on arrête? Oui, donc qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on n'ait plus besoin d'exister, j'ai envie de dire. Enfin, pas en tant qu'être humain, évidemment, mais en tant qu'ONG, etc. C'est vaste, je dirais. Aujourd'hui, on est malheureusement plus dans l'idée qu'on accompagne un chemin plutôt qu'on essaie d'atteindre un objectif vu l'état actuel. Mais je dis ça plutôt en plaisantant. Ce qu'il faut, en tout cas, aujourd'hui, de manière prioritaire, c'est complètement sortir du modèle des énergies fossiles, du modèle productiviste et en gros de l'effondrement, mais extrêmement rapide, de la biodiversité. Si déjà on pouvait enrayer ça va se faire sur des décennies pour que ça réfléchisse ses courbes, etc. On pourrait se coucher tranquillement, j'ai envie de dire. Déjà d'amorcer en fait quelque chose qui soit un changement de modèle. Et c'est pas simplement à la marge, réduire telle ou telle émission, ou à la marge, mettre plus d'espace protégé. C'est vraiment changer de modèle. Et je dirais déjà, ouais, ça, c'est pas mal, effectivement. Et oui, c'est déjà beaucoup. Après, on peut en parler. Mais alors, quand on est anthropologue, est-ce que ça paraît réaliste? J'ai rien entendu, excusez-moi. Quand on est anthropologue, est-ce que ça paraît réaliste? Je ne sais pas si c'est les vraies questions que se pose l'anthropologie, mais il y a quand même des choix de société auxquels, évidemment, l'anthropologue est très sensible. Et sur le problème de l'énergie, qui est quand même un vrai problème, les énergies non renouvelables, les énergies alternatives, l'énergie nucléaire, le charbon, les éoliennes, l'industrie solaire, tout ça fait un petit peu compliqué, mais diversifié. Et quel est finalement le bon chemin pour préserver tout le capital naturel?
Vous avez vu les débats qu'il y a en ce moment avec l'Australie, les centrales à charbon, etc. Le nucléaire, plus personne n'en voulait. Maintenant, les gens commencent à en reparler. Moi, je pose la question aux de droite, qu'est-ce qu'ils pensent de ce sujet, ce qui est quand même un sujet important. Puis vous êtes un peu aux premières loges. Ouais, bah ouais. Alors, nous, on va s'appuyer vachement sur ce que produit le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie, en termes, en tout cas, de trajectoire. Et qu'est-ce qui peut permettre de rester dans les clous d'un réchauffement de 1,5 degré d'ici la fin du siècle? C'était aujourd'hui plus aucun nouveau forage, plus aucun nouveau gisement. C'est être complètement sorti des hydrocarbures. Globalement, c'est cette idée de neutralité carbone, mais neutralité carbone en commençant par supprimer nos émissions et pas essayer de les compenser d'ailleurs par un sujet qu'on pourra développer, c'est cette fameuse, ce qu'on nous appelle du greenwashing, cette idée de solutions basées sur la nature, les NBS, c'est-à-dire en gros d'aller compenser nos émissions carbone qu'on a aujourd'hui en prenant sa bagnole, en se chauffant, par des arbres qu'on va planter, ce qui serait soi-disant une solution basée sur la nature, ce qui est quelque chose qu'on dénonce. Donc oui, aujourd'hui, en gros, l'idée, c'est de se donner les moyens pour arriver à une société totalement décarbonée, sans passer par des utopies technologiques type capture du carbone, mais dans laquelle je mettrais aussi le nucléaire, qui est tout sauf une énergie renouvelable ni sûre, mais qui est aussi technologiquement une énergie qui est arrivée au bout du modèle. On ne va pas nucléariser la planète entière sans aggraver la destruction sociale. C'est un peu ça l'idée quant au modèle énergétique auquel on peut réfléchir. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit dans la réflexion collective qui existe, c'est qu'en fait, ce que peut amener justement une intelligence collective en travaillant notamment avec les salariés, amène des modèles énergétiques qui sont beaucoup plus robustes que ce que va produire un industriel tout seul ou ce que va produire un dirigeant politique tout seul avec des enjeux qui sont beaucoup plus finalement de maintenir le modèle que de changer. Ça a été intéressant, vous allez vous rappeler la Convention sur le climat. Ça a été super loin, l'exercice démocratique était super intéressant, complètement à l'opposé de ce que proposent classiquement les industriels, les productivistes et leurs élus, quoi. Des réactions ? Voilà, comme on parle en cherchant une définition de la nature qui n'en a pas, en fait. Quand j'avais regardé des définitions de nature, c'est un terme qui est vraiment qui a énormément de sens et parfois des sens complètement opposés. Et typiquement, la définition dont vous avez parlé, c'est des entités qui sont différentes de ce que représente l'humain sur Terre, et on est arrivé à des considérations sur tout ce qui est impact énergétique, les énergies qui peuvent être... Enfin, on peut considérer qu'on sort du débat, mais en fait on est en plein dedans, parce qu'on revient sur la place de notre perspective de développement et l'impact qu'on a autour de nous sur notre environnement. Et les énergies ont évidemment, avec le GIEC, ont évidemment un impact considérable. Il y a aussi l'aspect nature, le côté tout ce qui n'est pas fondamentalement humain raisonnable, et puis la partie la plus intime de l'humain, c'est-à-dire notre naturel, c'est vraiment la partie qui correspond au cœur de l'humain. Donc il y a des définitions qui sont vraiment extrêmement variées pour ce terme de nature, ce qui fait que effectivement le débat peut s'orienter dans des directions très, très, très variées. D'autres réactions à aborder ? Moi, du coup, je reviens sur les énergies, tout ce qui va être énergie renouvelable. En effet, on entend souvent parler de construire des biocarburants, notamment à base de plantes. Mais du coup, l'homme, il prend encore une place extrêmement importante, puisque c'est lui qui va encore détruire la plante issue de nature, même plus particulièrement de culture. Et du coup, l'homme est encore ici intervenant en tant que destructeur au final pour pouvoir produire du biocarburant. Et c'est vrai que personnellement, je suis animatrice en centre de loisirs l'été.
Et c'est vrai qu'avec des enfants de 10-12 ans, j'aime beaucoup aussi lancer des débats vis-à-vis de ceci. Donc, c'est des centres de loisirs qui sont en pleine campagne. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, ça m'a extrêmement choquée déjà de voir des enfants qui habitent à la campagne ne sachant pas reconnaître un champ de blé. Alors, oui, je vois des yeux. Et c'est vrai que c'est choquant, en fait, des enfants qui grandissent à la campagne ne sachant pas ce qu'est un champ de blé. Et c'est vrai que du coup, je lance souvent le débat vis-à-vis de la nature. Et en fait, on est amené aussi à parler énergie renouvelable, etc. Et donc des enfants de 10-12 ans sont amenés à parler notamment des voitures électriques. Donc pour certains, les voitures que l'on utilise à l'hydrocarbure polluent extrêmement. Donc certains trouvaient la solution d'acheter des voitures électriques, mais pour d'autres, c'était autant polluant parce que l'électricité, au final, ça vient d'où ? Des centrales nucléaires. Les batteries possèdent des composants qui sont également polluants. Et donc voilà. Je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir. C'est intéressant. Si, il y a l'aspect, oui, il y a l'aspect énergie, mais il y a aussi l'aspect, je trouve important pour le débat, c'est l'aspect éducation à la nature, pas forcément les classes vertes ou les classes nature, mais le fait de sensibiliser très petit, en fait, les enfants à l'être vivant, au respect du vivant, etc. Et ça, c'est fondamental, je pense. Et les enfants sont spontanément respectueux du vivant, ils sont spontanément curieux, etc. Il y a peut-être quelque chose qui se passe à un moment donné, à l'adolescence, ou je ne sais plus, mais il y a des notions de respect d'être vivant qu'on trouve normalement chez les enfants de manière innée, enfin spontanée. Et c'est aussi l'aspect éducatif qui peut être très important pour entraîner un respect de l'environnement. Et un terme qui a beaucoup suscité de débats ce matin, c'est le terme qui revient, vous le voyez de manière très claire, quel que soit le profil des étudiants, c'est la notion de destruction. Est-ce que certains veulent revenir sur cet aspect en fait, que vous avez certainement utilisé dans les mots que vous avez choisis pour qualifier la place de l'homme dans la nature actuellement? Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces aspects? Oui. Sur la notion de destruction, il y a aussi, il y a une question qui va être est-ce que c'est une destruction systémique? Donc est-ce que c'est vraiment le système humain qui, la société humaine, disons, qui par nature, c'est pas le mot du coup, mais qui par nature détruirait l'environnement, ou bien si c'est quelque chose de plus, de plus concret, de plus décidé. En fait, de destruction ponctuelle, mais avec des objectifs plus définis. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre non plus le biologique et la nature. Qu'est-ce que le sauvage? Est-ce que le champ de blé, c'est la nature sauvage? Non, c'est la nature cultivée, donc c'est l'homme. Et les espaces sauvages, comment l'homme se positionne? Il y en a de moins en moins d'abord. Et puis, quelque part, dans l'idéologie actuelle, c'est un petit peu un non-sens, puisque c'est un endroit où rien ne se produit d'intéressant immédiatement pour l'homme. Par contre, il y a le paysage, il y a la notion d'espace premier, etc., qui évidemment intéresse les gens. Mais je crois que tout ça, il faut un petit peu le revisiter, il faut un peu le relire, il faut bien redéfinir les concepts. Parce qu'autrement, on va déjà dans le mur, mais là, on va y aller encore plus vite si on n'a pas bien défini les concepts. Moi, c'était aussi... en fait, il y a le mot « détruire » et j'ai l'impression que c'est aussi conscient et inconscient. Il y a le fait de savoir que tout ce qu'on fait, en fait, peut détruire la nature. C'est-à-dire acheter un vêtement, se déplacer
en voiture justement, etc. Et le fait que chacun de nos gestes peut conduire à une destruction et on peut aussi ne pas s'en rendre compte que allumer sa lumière, c'est destructeur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte en fait, que chaque chose qu'on fait est destructeur de la nature, ou non, hein, suivant ce qu'on fait, hein, bien sûr. Mais ouais. Il y a la notion impactant, j'aurais peut-être plutôt utilisé. C'est-à-dire tout ce qu'on fait est impactant. Ensuite, à nous de comprendre cet impact et de le mesurer. C'est-à-dire qu'on a besoin de bois, on peut gérer une forêt de manière durable, c'est-à-dire qu'on laisse la forêt vivre en équilibre, se régénérer, ou on fait des coupes rases. Dans un cas, c'est destructeur, dans l'autre, c'est moins impactant. Oui. Dans les exemples que tu as donnés, tu as parlé d'acheter un vêtement ou de prendre la voiture. Je pense qu'il faut éviter de culpabiliser les individus en tant que tels. Je pense que c'est le système capitaliste qui détruit la planète et que c'est pas nous, petits êtres humains, qui, en achetant notre vêtement chez H&M, qui vraiment casse la planète, quoi. Moi, je me dis pourquoi pas. Parce que si tout le monde se dit que si mon vêtement, je l'achète et que ça tue je sais pas, des visons et que en fait, j'ai pas vraiment envie de ça, peut-être que ça peut limiter. Si tout le monde pas se limite, hein, c'est pas vraiment... Quoique, si, en fait, c'est un peu ça le... Si vraiment on veut sauver la Terre et nous-mêmes, par la même occasion, je pense qu'à un moment, il va vraiment falloir se restreindre et arrêter d'en vouloir de plus en plus. Même si je sais que c'est pas le plus plaisant à entendre, mais en fait, on va finir comme ça. Il n'y aura pas d'autre choix. Sinon, après... Pour rebondir là-dessus, d'abord, toute chose n'est pas égale. C'est-à-dire que toute destruction, avec beaucoup de guillemets sur le terme, n'aura pas le même impact, le même effet. Utiliser massivement des pesticides, par exemple, comme avec un modèle agricole basé sur le productivisme, ça a priori comme ça, en se baladant dans les champs, un champ industriel de blé, il a exactement la même tronche qu'un champ de blé bio. Les deux, il y a de la terre qui est utilisée, etc. etc. L'impact écosystémique de l'un et de l'autre, c'est juste, il n'y a pas photo. Donc je pense que c'est important de ne pas mettre tout sur un espèce de pied d'égalité qui rendrait, en fait, qui stériliserait la possibilité de l'action, en fait. Ça serait une espèce de... Le risque dans cette approche-là, c'est de se retrouver une espèce d'approche un peu collapsologue en disant, en fait, tout est foutu, puis quoi que je fasse, ça détruit la nature. Quoi que je fasse, c'est pas bien. Et en fait, c'est complètement démoralisant. Alors qu'effectivement, comme tu disais, il y a un modèle productiviste, c'est un capitalisme productiviste, parce qu'on a vu ce que donnait un modèle qui se voulait non capitaliste et qui n'était pas moins productiviste. Alors, l'URSS, en termes de destruction de l'écosystème, ils étaient assez balèzes aussi. Mais effectivement, c'est un modèle, c'est un système et c'est un modèle qui a engendré une accélération de la destruction industrielle qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Aussi, ce que je voulais dire sur ce que tu disais, c'est que c'est facile de dire oui, tout le monde, si tout le monde faisait un petit truc, ça marchait. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de faire ça, les moyens intellectuels et les moyens financiers pour potentiellement changer. Et c'est très élitiste de dire si tout le monde s'y mettait du sien, ça marchait. Alors qu'en fait, y a plein de gens qui, juste leur seule chose qui compte, c'est savoir comment ils bouffent. Et ils en ont un peu rien à faire de la planète. Enfin, voilà. Ouais, moi je voulais dire quelque chose. Je suis pas sûr que quelqu'un qui a galéré toute sa vie avec sa famille, qui vit une ascension sociale, en fait, voudra faire une rupture avec les privilèges qu'il va avoir acquis, tu vois. Et je pense que du coup, c'est vraiment difficile d'individualiser la chose. Et du coup, ce serait vraiment une réforme de société en fait qui est nécessaire, tu vois. Tu peux pas juste dire oh tu te douches moins longtemps, oh tu t'arrêtes d'acheter des vêtements, tu vois. C'est une société de consommation dans laquelle on est et les gens ont constamment l'envie d'acheter toujours plus, tu vois. Du coup, tu peux pas individualiser la chose, même si initialement ça aurait pu peut-être marcher, mais en fait non. Donc voilà. Mais donc tu proposes quoi? J'ai pas bien compris. Moi? Oui. Est-ce que vous proposez quelque chose là? Proposer quelque chose actuellement là? Une révolution. Ça empêchera pas les gens de vouloir consommer? Attention, parce qu'on
On en a déjà connu, hein, faut faire gaffe. Oui, mais après, les mentalités ont changé au cours du temps, du coup, ça peut pas ne pas changer. Il faut lire le journal, hein. Je suis pas sûr. Mais si on met des mesures coercitives, les gens, ils n'auront pas le choix de changer, en fait. Si on leur dit, vous arrêtez d'acheter, ils arrêteront d'acheter. Si on propose plus rien. Et c'est pire que moi. Non, mais c'est un exemple. On est arrivé sur les mêmes questions ce matin, d'une voie différente, mais on a abordé exactement les mêmes problèmes. Enfin, on a abordé les mêmes thèmes, notamment la société de consommation. Et après, c'était plutôt de s'intéresser à est-ce que c'est irréductible ou est-ce qu'on peut changer ce modèle? Et c'est un peu ce que dit François, c'est qu'une fois qu'on comprend que ce système-là est un constat d'échec, c'est peut-être aussi des choses qui peuvent être modifiées. Et il y a un aspect qui a été abordé également ce matin, c'est l'aspect neurobiologique, c'est-à-dire comment notre cerveau fonctionne. Et le pire, une des explications qu'on ne réagit pas, c'est que notre cerveau aime bien consommer. Et c'est plutôt, il récompense l'individu de la consommation, c'est plaisant. Il y a des réactions de plaisir à consommer. Donc il va falloir aller contre en fait cette biologie de l'humain. Mais heureusement, il y a d'autres circuits de récompense qu'active le cerveau, c'est la notion d'altruisme, c'est-à-dire, et surtout chez les femmes, la notion d'altruisme fait que c'est plaisant d'aider les autres, de partager. Et en fait, ça peut aussi être une solution, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions qui émanent de la société, qui va être de faire des choses en partage. Je ne parle pas de vélo libre ou de choses comme ça, mais des jardins partagés, des solutions en fait locales en partage qui peuvent aussi être source de plaisir, de récompense pour nous en tant que société. On parlait de solutions aussi. Moi, par rapport, si on prend un aspect individuel, même si je suis, comme mes camarades, contre le fait de faire ça, c'est aussi le fait que maintenant, c'est acquis que les plus riches, ils ont une empreinte carbone qui est infiniment plus grande que n'importe qui dans cette salle. C'est-à-dire que, je parle vraiment des extrêmement riches, donc ceux qui ont des grands yachts, qui font énormément, qui font des voyages en bateau, énormément de voyages en avion, des fois en jet privé ou très restreint, ce genre de choses. Et moi, personnellement, je trouve que c'est totalement aberrant en fait, comme fait. Et le fait qu'on nous dise à la télé, fermer le robinet quand on se brosse les dents, pendant qu'à côté il y a quelqu'un qui fait Dubaï-Miami tous les mois. Voilà, c'est un peu ça aussi que je trouve important à souligner, c'est le fait que évidemment chacun a sa responsabilité. Il y en a qui en ont beaucoup plus que d'autres par rapport à leurs moyens. Et moi, je trouve que du coup, en tant que solution, il faudrait comme un genre de crédit écologique, c'est-à-dire de ne pas pouvoir dépasser une certaine empreinte carbone, parce que si 100 personnes font un effort, il suffit que 2 personnes fassent un voyage en bateau et un voyage en jet privé, que tout s'effondre par rapport aux efforts de 100 personnes. Voilà. C'est 2 tonnes. C'est 2 tonnes et tout est relatif, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut se comparer, nous, dans cette salle, par rapport à l'empreinte carbone de même un Nord-Américain, où la consommation n'est pas forcément des milliardaires, mais on peut aussi s'interroger de ce que va penser quelqu'un qui vit dans un village dans le Sahel par rapport à notre empreinte carbone, à nous, dans cette salle. C'est-à-dire que tout est relatif, et ce qui a été dit ce matin, c'est que le CO2 au-dessus de notre tête, en quelques jours, il est renouvelé, il est homogénéisé dans toute l'atmosphère. 50%, c'est chinois. Mais c'est aussi parce que notre consommation, le modèle a fait qu'on allait faire fabriquer en Chine. Donc il y a aussi une responsabilité. Donc on peut trouver des gens qui vont avoir une empreinte carbone encore pire, mais nous, on est dans un pays développé, on a aussi une empreinte carbone qui est significative. Oui, mais l'objectif, c'est 2 tonnes par habitant. La marche est très haute. Hein. La moyenne en France, c'est 12 tonnes. Et ça veut dire que pour des milliards de personnes, c'est la possibilité de consommer plus
toutes les personnes qui sont justement dans les zones subsahéliennes ou autres, où en gros, aujourd'hui, ils sont quasiment à zéro émission. Mais globalement, à zéro émission, si tu comptes juste voilà, le bois de chauffe pour faire chauffer la marmite, en termes de consommation d'énergie, c'est tout. Donc on est à zéro émission. Pour eux, ça veut dire du coup, consommer plus de biens qui te permettent de survivre, de vivre dans des bonnes conditions, consommer plus d'accès à l'école, consommer plus d'accès à l'eau, à la médecine, à la vaccination. Donc c'est ça aussi. Quand on parle de... Parce que souvent on dit, oui, les écolos, c'est la décroissance, donc c'est fondamentalement tout ça. Non, c'est-à-dire la décroissance, nous, de nos consommations, de nos émissions de CO2, ça veut dire à l'inverse, pour la majorité en population des gens, avoir plus d'accès. Et ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, que tous les discours sur le problème de la planète, c'est qu'il y a trop d'humains, sont complètement absurdes ou sûrement purement idéologiques et teintés d'une idéologie d'extrême droite, quoi, en fait. Vous parliez de progrès social, du coup. Et je pense que c'est hyper important de faire de l'intersectionnalité quand on parle d'écologie, parce qu'on ne fera pas de l'écologie sans les femmes, sans les noirs et sans les personnes racisées de manière générale. Et qu'il faut qu'on prenne à bras le corps ça tous ensemble et que ça ne soit pas des blancs bourgeois qui réfléchissent à ça. Voilà. Moi, je vais changer un peu totalement de sujet. Parce que en fait, j'ai peut-être une autre vision qui peut être peut-être dérisoire pour d'autres, mais moi j'ai la vision un peu du biologiste. Donc moi je me pose la question si justement l'homme n'est pas dans la destruction naturellement dans sa nature, dans le sens où pour faire fonctionner notre organisme, qu'il faut savoir qu'il est quand même une véritable usine à réaction chimique, il lui faut de l'énergie. Et donc, chaque être vivant va être obligé de détruire, c'est-à-dire des molécules complexes, donc issues de la nature, afin de produire de l'énergie pour permettre sa survie. Donc au final, est-ce que pour lui, donc, c'est donc une nécessité de détruire de détruire dans le sens où, enfin, je vois où dans les réactions cataboliques, c'est-à-dire qu'on détruit des molécules complexes, notamment issues de ressources primaires, comme par exemple les végétaux, les animaux, puisque nous sommes des organismes hétérotrophes, c'est-à-dire qu'on est incapable de synthétiser notre matière organique. Et donc en fait, on est obligé de détruire ces molécules complexes pour donc produire de l'énergie et donc garantir une survie à nos cellules et donc garantir notre propre survie. Mais si en conclusion, on ne détruit pas, donc au final, on ne garantit pas la survie de nos cellules. Et donc, qu'est-ce que adviendrait l'espèce humaine au final ? Est-ce que la notion de destruction ne vient pas en fait de l'essence même de la vie oui, de voilà. l'espèce humaine ? Parce que depuis le début, au final, c'est un peu ce qui a provoqué la perte de Néandertal. Néandertal était... il chassait de manière solitaire. Sapiens a eu l'avantage de commencer à chasser de manière groupée, donc c'est-à-dire élaborer des stratégies de chasse, donc consommer beaucoup moins d'énergie, mais en contrepartie, pouvoir chasser du plus gros gibier et donc consommer beaucoup moins d'énergie pour arriver beaucoup plus vite à consommer son repas. Contrairement à Néandertal qui au final chassait tout seul. Et c'est vrai que tout seul, même on peut le voir dans la vie quotidienne, il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et donc normalement, certains ouvrages pourraient dire que c'est ce qui a provoqué la perte de Néandertal au final. Que l'un adoptait une stratégie sociale et pas l'autre. De l'avantage de la... Néandertal a vraiment disparu puisqu'on a 4% des gènes des Néandertaliens. Ils continuent à exister un petit peu. De moins en moins. Ah oui, of course. C'est des gènes qui ne servent pas. Of course. C'est dilue, bien sûr. Après, justement, pour reprendre ce terme de détruire, c'est dans la nature des êtres vivants. En soi, c'est déjà arrivé qu'une espèce arrive sur Terre et détruise toutes celles qu'il y avait avant, notamment la faune des Diacara, ou même s'auto-détruisent comme les vers qui y vivaient et qui ont fini par manger tout le sol bactérien. Tout le sol bactérien. Et en fait, il n'y avait plus rien à manger et ils sont finis par mourir de faim.
Donc voilà, c'était juste pour reprendre l'idée que c'est dans notre... les animaux, les végétaux en soi, les êtres vivants en général ne se posent pas vraiment cette question de... Plus on est spécialisé dans le système alimentaire, plus on est fragile. Bon, heureusement, nous, on est omnivores, alors ça va. Il y a de la marge de manœuvre. Dans l'exemple que vous prenez, c'est l'environnement qui a changé et ça veut dire que leur stratégie n'était plus adaptée et ça a conduit à la disparition de ce groupe zoologique? Ou est-ce que c'est leur stratégie? Parce que c'est une stratégie inadaptée, elle finira par c'est parce que disparaître. il me semble que les vers, c'est parce qu'il, comme il y avait je sais plus comment ça s'appelle, un sol, je crois que c'est un sol bactérien qui était très favorable à leur développement. Ils ont surconsommé et du coup, comme il n'y avait plus de sol bactérien, leur modèle n'était plus... En fait, ils ont changé du coup l'environnement et leur modèle n'était plus adapté à l'environnement qui venait de créer. Ils ont disparu. C'est comme la création de... Ce que nous a expliqué notre professeur, la création de l'oxygène, du dioxygène et l'oxydation des océans... dans le passé, je ne sais plus ce qu'il nous a expliqué. Mais voilà, ça a permis la sortie des océans, donc ça a créé un nouvel environnement. Mais s'il y avait d'autres espèces, ça a peut-être détruit d'autres espèces qui vivaient dans un autre environnement, etc. Non, simplement d'un point de vue peut-être pragmatique, il me semble que la question se pose surtout au niveau économique, comme on l'a dit, parce qu'on peut essayer de trouver beaucoup de facteurs, qui soient biologiques, qui soient individuels, mais le problème se pose au niveau d'une économie qu'il faut transformer. Et il me semble que les petits gestes, c'est bien, essayer de trouver des petits facteurs, enfin différents facteurs, c'est une chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème exige de nous de se poser des questions au niveau économique. Et alors ? Mais je pense qu'il faut se poser les questions en termes économiques, en termes politiques, en termes sociétal, mais penser en tout cas sur, je dirais, une espèce de structure des institutions, mais pas seulement au plan simplement de l'individu ou même faire un bilan historique qui est nécessaire certes, mais la situation elle est actuelle et on doit y faire face, quels que soient les facteurs qu'on invoque. On voit bien à la COP26 que ça va pas très bien et que les réponses des gouvernants comme des multinationales ne sont pas à la hauteur des enjeux. Mais ça, il faut faire des pressions politiques pour que ça change un petit peu. Et je pense quand même que les réactions individuelles sont importantes parce que ça montre aussi une prise de conscience. C'est pas simplement de fermer l'eau du robinet quand on se lave les dents, mais ça va au-delà de ça. Et je crois qu'il y a des messages à envoyer forts qui pour l'instant ne sont pas entendus. Quand on voit l'Australie, on marche sur la tête, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut se battre, faut militer, faut faire ce que vous voulez, mais faut faire quelque chose. Et oui, pas pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Les réactions individuelles, c'est pas qu'une question de fermer l'eau quand on se brosse les dents. Ce qui d'ailleurs il faut faire, c'est pas parce que l'eau pollue qu'il faut me laisser l'eau couler toute la journée, ça serait juste aussi inepte. Mais quand on parle de ce qu'on peut faire à titre individuel, c'est ça, comme vous le disiez, c'est voter, c'est déjà pas mal comme premier acte collectif qui pèse. Être 1 million dans les rues, dans les marches climat plutôt que 100 000, ça pèse aussi. Ça pèse aussi. Se retrouver massivement dans des luttes sociales, se syndiquer, aller dans les associations, ça c'est du geste individuel qui pèse. Et comme je disais ce matin, ça fait un petit peu réagir l'histoire des fraises, mais je veux dire, on est aussi des consommateurs. Donc le fait d'être des consommateurs, on joue aussi sur le marché. C'est-à-dire s'il y a des choses qu'on ne peut pas consommer, on ne l'achète pas, ce ne sera pas vendu, et les gens arrêteront de le vendre. Alors j'ai pris l'exemple des fraises qui venaient de je ne sais plus où. Je vois par exemple à côté de Saint-Louis au Sénégal, il y a d'immenses serres où ils produisent des fraises.
Vous faites tous les marchés du Sénégal, il n'y a pas une fraise. Parce que c'est vendu en France ou en Europe. Si vous achetez de consommer ces choses-là, est-ce qu'il faut obligatoirement manger des fraises à Noël? Moi, ce matin, on nous a dit que c'était bien de manger des fraises à Noël dans les classes populaires. On rêve, quoi. Il faut arrêter, quoi. Privilégions les circuits courts. Il y a des fraises en France, bah ouais, mais les fraises, c'est pas Noël. Voilà. On s'adapte. C'est ça, s'adapter. Ce que je voulais juste dire sur les gestes individuels, c'est que ça me paraît à la fois nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on incite à ces gestes-là. Il y a des campagnes, etc. Et pour le moment, le résultat n'y est pas. Et je ne pense pas que ça soit la voie principale par laquelle il faudra passer. Je pense qu'elle est nécessaire, évidemment, mais pas suffisante. Voilà. Et c'est toujours de la prise de conscience. Voilà, c'est pareil, on peut privilégier les circuits courts, on peut choisir de rouler à l'électrique, tout ça, mais ça coûte plus cher. Je veux dire, ça coûte plus cher, tout le monde n'a pas les moyens de privilégier des circuits courts, d'acheter une voiture électrique, d'en changer au bout de 15 ans, parce que... Donc, le problème, encore une fois, c'est bien pour ceux qui ont les moyens de le faire, mais si ça part pas d'une volonté politique, vraiment d'une décision forte de contrainte, malheureusement, ça va peut-être évoluer, mais pas assez vite au vu des enjeux actuels. On est d'accord, mais je pense que comme vous êtes jeune, vous êtes étudiant, il faut quand même aller voir dans le monde ce qui se passe. Je pense que c'est relativement important. Moi, je travaille au Sénégal, je peux vous dire, je travaille dans un village où il n'y a pas l'eau, pas d'électricité. Le problème des gens, c'est qu'est-ce que je vais manger demain? Ils n'ont pas d'autre problème, c'est le seul. Si on rebondit sur l'eau, j'ai envie de dire, laisser couler l'eau du robinet ou pas, en fait, ça dépend aussi d'où elle vient, l'eau. Si c'est l'eau de la rivière qui est à côté, qui passe dans votre robinet, que vous laissez couler, de toute façon, qu'elle retourne à la rivière, c'est pas gênant. Par contre, si entre-temps, vous avez mis de l'eau de Javel, vous avez mis du détergent, vous avez mis... Oui, ça retourne pareil à la rivière, mais là, tout ce qui va se passer après, ça va être une autre histoire. Parce que ça reste, ça a un impact qui est fort. Et bien souvent, l'eau qui ressort après des maisons, elle est plutôt polluée. Ça, c'est un premier point. L'eau, ensuite, le prix qu'on paye ne vaut pas du tout la valeur de l'eau. L'eau, c'est une ressource rare, c'est une ressource précieuse. Et nous, en fait, on est vraiment des enfants gâtés par rapport à l'eau. Donc, le prix de l'eau, finalement, avec ces campagnes, c'est peut-être aussi une façon de préparer les gens en disant, attention, si l'eau que vous avez, elle vient de sources en profondeur, les nappes phréatiques, elles continuent à diminuer. Hein. Donc, c'est vraiment... D'ailleurs, il y a M. Le Treut qui pourrait aussi très bien vous parler de ça. Donc, cette eau, elle est largement sous-estimée. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, le prix... On parle de gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Si on veut continuer à avoir de l'eau et qu'après ça devient juste pour les riches, ça fait quoi? Ça fait aussi une grosse sélection naturelle, catastrophique. Donc rien qu'autour de l'eau, on pourrait avoir exactement toutes les discussions qu'on a eues. L'eau, il en faut énormément pour acheter un t-shirt, pour fabriquer un t-shirt. Pour plein de composés, pour fabriquer un ordinateur, il faut des tonnes d'eau. L'eau, elle est partout. Donc, effectivement, en remettant aussi ses habits plusieurs fois, voire même des fois, il y a un petit trou, on peut repriser, ça vous paraît peut-être des petites choses, hein, mais on consomme moins de t-shirts, on a aussi un impact sur l'environnement non négligeable, en gardant aussi son ordinateur plus longtemps, en gardant son téléphone jusqu'au bout. C'est plein de petits gestes. Alors, des fois, pour certains, ce n'est pas petit, c'est des grands gestes, d'accord, individuels, mais imaginez, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux. Si tous les Français renouvellent tous les ans leur téléphone. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Est-ce que le monde entier a besoin que nous ayons tous un smartphone? Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà. Réfléchissez avec différentes dimensions. Et quels sont vos objectifs de vie? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Quelle société on veut? Est-ce que, par exemple, sur la question des téléphones, ce qui ne se pose pas, c'est celui de l'industrie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de permettre qu'un modèle sorte tous les ans, l'aberration n'est pas aussi là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un usage individuel qui n'est pas du tout adapté. Mais en plus de ça, il y a un mécanisme d'incitation à renouveler continuellement
par l'obsolescence programmée et la publicité et le renouvellement continu des marchandises qui aujourd'hui, lui, ne doit pas être aussi plus encadré afin justement que ces comportements individuels soient déjà bridés rien que par, soient empêchés au moins par ça. Oui, on a... Je m'excuse, je vous parlais de mon village là. Ils n'ont pas l'eau, pas l'électricité, ils ont tous un portable. Alors, ils se débrouillent pour recharger des astuces, mais ça a changé les rapports sociaux. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ont leurs petits sentiments individuels avec le téléphone portable qu'ils peuvent appeler leurs copains, leurs voisins, etc. Et du coup, ça change les rapports sociaux. Les structures familiales sont encore très fortes, mais ça peut craquer. Voilà. Pardon. Oui, pardon. On a utilisé plusieurs fois le terme de prise de conscience. Je crois que dans cette assemblée, c'est déjà un pas qui a été fait. Il y a l'effet générationnel, il y a l'effet sociétal aussi, puisque cette prise de conscience d'une nature ou d'un environnement qui n'est pas naturel, qui est artificiel et qui ne correspond pas à nos aspirations, c'est en chemin incontestablement. Et ça, en historien, on peut remarquer qu'il y a eu, ne serait-ce que le recyclage, ne serait-ce que simplement d'avoir des collectes de déchets, c'est important. Mais moi, je suis plutôt partisan du « et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ?» Et vous, je dirais, dans le master éducation, comment vous pensez cette démarche de sensibilisation des jeunes et d'une action qui peut-être est modeste, mais multipliée par 10, par 100, par 1000, peut avoir un impact. Et puis aussi à ceux du master en question politique. Qu'est-ce qui peut être fait? Parce que sinon, on aurait tendance à dire il n'y a qu'à Faucon, c'est là-haut, c'est dans les palais dorés de la République ou d'autres systèmes qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Mais cette prise de conscience peut avoir un effet démultiplicateur. Pour moi, il faut déjà commencer à se demander concrètement comment je participe à la sensibilisation et puis peut-être à l'inversion du mouvement. Tout à l'heure, sur le mot « détruire », moi, je pensais très fort que c'est un mot qui est connoté, qui consiste à idéaliser ce qu'il y avait avant et à qualifier de manière très négative ce qui a été fait, mais évidemment, par moi, par les autres, par les riches, par les entreprises. Mais comme tout à l'heure on disait, nous sommes tous consommateurs, à un degré ou à un autre. Et qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous voulons en tant que futurs éducateurs, enseignants, en tant que futurs acteurs, peut-être modestes, mais acteurs tout de même, qu'est-ce que nous envisageons de faire ? Oui, moi je voulais juste rebondir un peu en disant qu'aujourd'hui on a quand même accès à des outils pour mesurer par exemple notre impact. Je pense à la fresque du climat ou aux outils informatiques pour mesurer notre impact dans différents domaines de notre mode de vie. C'est vrai que les gestes quotidiens, si on les faisait tous, on arriverait à résoudre autour de 25% de la question, ce qui peut paraître faible. Et en même temps, il y a quand même des gestes, c'est quand même important en termes de sensibilisation, c'est important par rapport à soi-même pour être quand même aussi en adéquation avec, en lien avec ce qu'on pense, mais faire aussi ce qu'on pense. D'autre part, il y a des gestes qui sont plus impactants que d'autres. Modifier son mode alimentaire en réduisant sa consommation de viande et produits laitiers, c'est un geste qui a l'air de rien, mais qui en fait est relativement très impactant par rapport à d'autres. Voilà, il y a des choses peut-être qu'on connaît moins sur l'impact qu'on peut avoir, ou modifier sa consommation en n'ayant pas 10 paires de jeans, mais 2 ou 3, enfin en étant dans une démarche un peu plus minimaliste que d'accumulation, etc. Et voilà. Et d'autre part, je voulais rappeler tous ces scénarios
de transition énergétique, comme je le disais aussi ce matin, qui peuvent permettre aussi de comprendre toute cette démarche plus générale en termes de sobriété, d'efficacité et de passage aux énergies renouvelables pour la partie énergétique. Voilà, c'est tout pour le moment. Moi, j'avais une question du coup pour la salle. Il y a une question qui est revenue souvent dans la discussion, enfin une idée qui est revenue souvent, c'est l'idée qu'il faut contraindre. Et contraindre les comportements individuels. Ce qui, pour moi, ça pose 2-3 questions. La première, c'est que c'est un peu contradictoire avec l'idée de dire finalement que les gestes individuels ne servent à rien. Donc voilà, comment dépasser cette contradiction? Est-ce que c'en est une? Est-ce que c'est pas du coup un raisonnement qui ne fonctionne pas? L'autre question que ça pose, ça cause la question de la démocratie, des libertés individuelles, etc. Qui contraint qui? Avec quel mécanisme? Et contre les comportements individuels, ça peut être extrêmement problématique, on l'a bien vu. Et qu'en est-il de contraindre les mécanismes systémiques? Je veux dire, pour prendre un exemple très concret, est-ce qu'il faut contraindre l'individu pour, par exemple, qu'il ait un livret carbone et qu'il ait droit à tant de billets d'avion par 2 ans, etc. Ou est-ce qu'il ne faut pas tout simplement juste interdire tous les vols courts, à moins, et fermer toutes les lignes qui sont à des distances de, par exemple, moins de 4, 5, 6 heures en train? Dans un cas comme dans l'autre, on tend vers le même résultat en termes de liberté et en termes d'effets systémiques. Laquelle piste est la plus intéressante? À moins qu'il faille aller vers les deux, s'il y a urgence. Moi, pour répondre à votre question, je pense que si on veut que ça bouge, en fait, la démocratie, ça ne fonctionnera pas. Et qu'il faut contraindre que ce soit les patrons, contraindre les politiques, contraindre les gens. Et que la démocratie, de toute façon, si on veut que la planète soit sauvée, c'est pas le moyen qui marchera. Une dictature écologique. Ouais. Je voyais que vous disiez interdire les vols intérieurs, par exemple. Bah oui, c'est déjà. Donc ça, c'est le politique qui dit bon, maintenant les vols courts, ça suffit. On met des lignes de train en place, on réouvre des lignes de train qui ont été fermées. Comme ça, en proposant des tarifs beaucoup plus avantageux, on arrête de prendre la voiture. Donc ça, c'est des gestes qui partent du haut et qui, pour le coup, on n'a pas le choix. Si par exemple, là, de Poitiers, je vais aller peut-être pas à Ajaccio, mais Marseille, par exemple, si on développe des lignes de train qui sont un peu plus performantes et un petit peu moins chères aussi que ce qu'on trouve maintenant, forcément, le train Poitiers-Marseille avec Ryanair, s'il est interdit, je vais être obligé de prendre le train. Et je pense que oui, pour le coup, ça, c'est des pistes qu'il faudrait généraliser. C'est pas qu'au niveau français, bien sûr, mais voilà. Et c'est comme ça qu'on change aussi des comportements individuels. Est-ce qu'on part du bas pour aller vers le haut? Est-ce qu'on part du haut pour aller vers le bas? Pour moi, on part du haut pour aller vers le bas, et en changeant les règles, on change les comportements. Voilà. Mais comment interdire les gens de prendre leur voiture à la place du train? Privilégier le train par rapport à l'avion, c'est vrai qu'on peut obliger à fermer des lignes courtes, etc., des lignes internes. Mais par rapport au confort, par exemple, de passer les fêtes de Noël en famille, les grands-parents qui vont prévoir, qui ont fait à manger, les gâteaux, qui ont plein de cadeaux pour les enfants, ils vont prendre leur voiture à 2 pour faire 600 km plutôt que de prendre le train. Et là, c'est beaucoup plus la liberté de se déplacer individuellement avec son véhicule particulier est plus compliquée à contraindre au niveau des libertés individuelles. Je n'ai pas forcément dit interdire, j'ai dit privilégier, parce que maintenant il y a le covoiturage, on voit il y a Blablacar, il y a tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, Poitiers-Paris, aller-retour en train, pour ceux qui n'ont pas d'abonnement, c'est tout de suite 70-80 euros. Si on prend la voiture, il faut payer l'autoroute, il faut payer l'essence, l'amortissement de la voiture, se garer dans Paris, par exemple, finalement, ça revient plus cher que 80 euros l'aller-retour. Donc, si on baisse le prix du train, les gens vont plutôt prendre le train que la voiture. Ça paraît... Oui, et là, ça descend. C'est des initiatives qui descendent.
pense que ça peut être aussi l'occasion, justement, on en parlait, de faire de la consultation par le bas pour justement, enfin, comment on fait. Ça peut être aussi dans les mécanismes démocratiques. Ça peut être une occasion. On a là aussi une occasion de discuter de ces choses-là tous ensemble, avec évidemment des opinions contradictoires. Et je pense que c'est un sujet qui est propice à ça. Après, moi, je suis totalement d'accord. Oui, ça marche. Avec ce que vous dites par rapport, vis-à-vis du train. Personnellement, habitant en campagne, j'ai aucune ligne qui part de Poitiers pour aller jusqu'à chez moi. Il y a forcément quelqu'un qui doit se déplacer à plus de 30 km pour venir me chercher à la gare. C'est mon cas aussi, je vis à la campagne. Donc, au final, je favorise le train pour aller à Paris en partant de Poitiers, mais même partant de chez moi à la campagne, quand je suis chez mes parents, pour aller me rendre à la gare, je suis obligée de faire plus de 30 km. Donc je suis obligée d'utiliser ma voiture. Après, il y a les systèmes de covoiturage, mais c'est vrai que c'est assez rare aussi parfois de trouver quelqu'un à prendre avec soi au même moment, à la même heure. Faut avoir la place. J'ai une petite voiture. Des fois, en tant qu'étudiant, on part chargé quand on repart en vacances. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais je pense qu'il y a certaines limites que l'on ne peut pas dépasser. C'est sûr. On ne va pas emmener le train avec une gare juste devant chez moi. Non, mais ce que je veux dire, complètement... visiblement, que ce soit dans ton cas ou dans le mien, les lignes de train ont été fermées il y a plus de 150 ans dans nos petits villages, mais il y a encore des petites villes aujourd'hui qui ne sont plus desservies, ou beaucoup moins qu'avant, et que du coup les gens prennent la voiture. Alors que si on remettait ces lignes de train en marche, les gens ne prendraient plus la voiture. Donc évidemment, on ne peut pas pousser non plus, faire venir le train jusqu'à... ça, c'est évident, mais il y a quand même des alternatives. Et bien sûr, il faut raison garder et pas non plus... Oui, ça c'est évident. Il y a aussi un fait, c'est qu'à une période, il y avait des trains... le réseau ferroviaire était beaucoup plus important. Moi, je vois, vers chez moi, il y a des coins... Il y a un bâtiment qui était une gare, et à côté, il y a 3 maisons. Donc, à un moment donné, il y a eu un réseau qui était beaucoup plus important, où il n'y avait pas besoin de faire 30 ou 50 km pour trouver une gare. Donc, si ça a été possible à un moment donné, c'est sûrement possible actuellement de le refaire. Et je pense qu'on n'ira pas vers le mieux avec la privatisation de la SNCF. Et alors qu'il n'y a pas de différence en termes de besoin d'infrastructure. La bagnole sans route, elle a du mal à avancer. Donc il y a exactement la même réflexion en termes de construction d'infrastructures, qu'elle soit ferroviaire ou routière. C'est juste un choix politique, en fait. Mais pour rebondir sur ce que vous dites sur la SNCF, c'est là que vous voyez du coup l'importance finalement des décisions politiques, du vote, de la mobilisation citoyenne, parce que sur le papier, en tout cas, les politiques présentent des idées et les gens soutiennent des idées. Et après, normalement, ils les appliquent. Normalement. Je précise, vous avez dit normalement et je trouve que c'est important de dire normalement. Et ça va pas pour le mieux avec l'élection qui se présente. Donc. L'action politique est presque toujours le reflet de la société. Les hommes politiques ne sont que rarement innovants et puisqu'ils cherchent à être élus dans notre système, ils écoutent et ils entendent, non pas parce qu'ils sont persuadés, mais pour leur élection. Donc c'est pour ça que la sensibilisation, la prise de conscience, l'éducation, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est la démarche qui est essentielle, qui peut seulement faire évoluer aussi ce qui est pris d'en haut, pour reprendre le terme que certains d'entre vous utilisaient tout à l'heure. Le en haut et le en bas ne sont pas exclusifs. Ils se rencontrent
il y a très peu d'hommes politiques qui se risquent à dire le contraire de ce qui leur permet d'avoir une action. Soit il y a la fonction tribunicienne, c'est ceux qui s'agitent mais qui ne cherchent pas à accéder au pouvoir, et ceux qui cherchent vraiment à accéder aux responsabilités, ils sont influencés par la société. On est vraiment dans un système de société où ce qu'on appelle couramment les élites, que ce soit des écrivains, que ce soit des élus, que ce soit des enseignants, sont forcément influencés par l'esprit public. Donc, mais là, on voit aujourd'hui que les jeunes et les classes les plus défavorisées votent de moins en moins. C'est aussi, ça montre aussi le fait que cette catégorie de la population n'est pas écoutée et n'est pas prise en considération dans ce fonctionnement dont vous si parlez. c'est les jeunes qui votent pas, c'est pas parce qu'ils sont découragés, c'est parce qu'ils n'ont pas encore voté ou qu'ils n'ont pas conscience à quel point ça transforme la société. Et que si on n'est pas représenté et qu'il n'y a aucune... C'est pas représenté. C'est des étudiants que j'ai eus qui sont à l'équipe municipale aujourd'hui à Poitiers. Donc il y a possibilité d'agir et il y a possibilité, modestement là où on est, de commencer à changer les choses. C'est vrai, ça a été la surprise, ça a été le contexte, mais il y en a qui s'engagent et qui jouent un rôle là où ils sont. Et moi, je suis toujours pour dire, plutôt que de dénoncer ceux qui sont loin en disant que c'est leur faute, commençons peut-être pour un jour être soi-même, je vous le souhaite, député ou ministre, mais voilà, c'est commencer par agir et non pas se décourager avant de commencer. Ça n'empêche pas de dénoncer, je dirais. Mais c'est vrai que ce matin, on est arrivé un peu au même point, c'est-à-dire que Hervé Le Treut a dit, côté changement climatique, c'est tellement énorme et complexe qu'on ne peut traiter ce problème qu'avec des gros objets, c'est-à-dire c'est des décisions, et c'est là où il avait pris l'exemple qu'au-dessus de notre tête, la moitié du CO2 venait de Chine. Donc c'est évident que ce n'est pas des petits gestes quotidiens qui vont infléchir rapidement ce problème. Par contre, c'est vrai que ça se joue à un niveau des gouvernances des États, des communautés d'États, de la Commission européenne, etc. Donc il y a un poids politique extrêmement fort au niveau mondial pour avoir une solution mondiale. Mais il n'empêche que les petits gestes quotidiens de chaque citoyen, ses choix de consommation, ses choix d'alimentation, de consommation, de transport, etc., ont un impact obligatoirement si ça va dans le bon sens et ont un impact également si ça va dans le mauvais sens. Donc cette conscientisation qui maintenant tout le monde a conscience qu'il faut faire quelque chose, on franchit le pas ou non, mais c'est des petits pas qui vont dans le bon sens, qui peuvent changer la perception qu'ont les politiques de la demande des citoyens et donc d'infléchir leur politique, je pense, à mon avis. Et c'est aussi le fait de s'inscrire, de voter, mais de s'inscrire aussi dans les mouvements citoyens, dans les associations, parce que globalement, sur le terrain, c'est eux qui font le travail. Tout ce qui est association humanitaire, association d'aide aux défavorisés, tout ce qui est association de protection de la nature, que ce soit à un niveau local, régional, international, que ce soit Greenpeace ou WWF ou Action contre la faim, quel que soit le niveau d'implication, en fait, ça demande aussi l'engagement des citoyens. Et tout ça, ça s'accumule et ça va dans une bonne direction. À la fin des années 60, il y avait un candidat écologiste, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui s'appelait René Dumont, et qui avait dit « Pensée globale, agir local ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a eu 1%. Ouais, 1%. Mais, voilà, c'était en 74. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur Grévy, et monsieur avec le micro. Kobe. Mais moi, là, ça fait 4 ans que je m'engage dans des actions, que je sensibilise des gens, que je me sensibilise. Mais pour l'instant, à part la disparition des pailles en plastique à McDo, je vois pas trop le changement, quoi. Je vois toujours autant de jets privés à Glasgow. Je vois le rapport du GIEC qui n'a pas du tout changé et encore ça a même augmenté. Enfin, je veux bien les actions individuelles parce que je suis pour, je m'y mets. Hein. Et vraiment, ça me désole de voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Mais bon, c'est quoi la réelle solution ? Le fait d'être désolé, c'est perçu aussi ça comme une réaction. C'est-à-dire qu'avant, on s'en
fichait un peu si les décisions n'allaient pas dans le bon sens. Maintenant, ça horripile de voir que les politiques ne suivent pas, je pense. Et ça peut être efficace pour les faire changer d'avis. Quelques exemples concrets pour donner un peu d'optimisme. Je vais faire de la pub sur ce qu'on va faire avec Greenpeace. Il n'y a plus de chasse baleinière nulle part à l'échelle industrielle. C'est pas parce que les baleiniers ils en ont eu marre. Bon, il y a aussi des raisons industrielles, c'est qu'ils n'avaient plus besoin de l'huile. Il n'y a pas un OGM planté en France. C'est pas parce que Monsanto ils n'avaient pas envie d'en planter ici. Il n'y a pas un seul puits de forage par fracturation hydraulique non plus ici. C'est pas parce que Total ils n'avaient pas repéré des endroits hyper sympas dans les Cévennes et des endroits magnifiques pour aller forer du tout. C'est pas parce que à l'époque c'était Hollande, il avait eu la révélation de la lutte contre la fracturation hydraulique du tout. Donc c'est la mobilisation citoyenne, c'est la lutte des assos, c'est l'engagement politique, c'est des personnalités, etc. Et des fois ça marche pour des choses significatives, un tout petit peu moins anecdotiques effectivement que la touillette en plastique, avec une touillette en bambou dans un gobelet qui reste en plastique avec du café qui vient de la déforestation. Mais donc oui, non, il y a des... La situation, elle est extrêmement urgente. Il y a besoin d'agir à l'échelle systémique. Mais toutes les luttes ne sont pas vaines, heureusement. Oui, moi je voulais rajouter l'affaire du siècle, le simple fait de signer une pétition qui a l'air d'être relativement un geste quand même relativement simple, qui conduit à ce que finalement 2 300 000 personnes l'aient signé et on arrive à une décision de justice qui condamne l'État français à réparer son inaction politique d'ici décembre 2022. Voilà un autre exemple d'action simple qui quand même, étant donné le nombre qu'on est à agir, a quelque part une victoire aussi juridique. Et voilà, donc voilà, c'est tout. Donc, oui, pour réagir, du coup, je trouve très intéressant du coup ce que vous avez dit sur les actions qui ont des conséquences. Et ça donne un peu espoir au militantisme. Mais je voulais rebondir sur tout ce qui était train et transport. Ce qu'on a mis en avant quand même, c'est la difficulté qu'on a à mettre en place une société mondialisée et une économie du coup mondiale, puisque on voit que tous les moyens de transport en fait ont besoin d'énergie fossile. Et du coup, la question que je me pose, c'est quelle dimension de société on doit mettre en place pour que ça soit respectueux de la nature. Dire que est-ce que c'est la dimension du village, la dimension de la commune, la dimension de la région? Et finalement, c'est dans ce contexte un peu plus global que je m'interroge, c'est à quel moment on peut se réunir en tant qu'être social, en tant qu'animaux sociaux, pour respecter la nature. À tous les étages à la fois que tu viens de citer, non? Sinon on rate une marche. Si tu n'as pas une échelle globale, comment tu vas réfléchir au climat par exemple? Et si tu n'as pas une échelle locale, comment tu vas organiser justement la société au quotidien de manière collective, démocratique et participative? Moi, bien sûr, j'ai pas de solution à proposer, hein, bien évidemment. Mais je voulais juste rebondir sur le fait que quand là, on est en train de voir la perception de la place dans le futur, mais quand on lit le rapport du GIEC, le dernier, en fait, il y a pas de place dans le futur pour l'homme, parce que là, c'est vraiment, en fait, on n'a plus le choix. On va être obligé d'être dans la contrainte, que ce soit des solutions par rapport au train, par rapport aux moyens de transport, mais je veux pas être non plus pessimiste et je pense que s'il y a plus de coopération, s'il y a plus de comités de scientifiques qui travaillent ensemble, vu tout ce que l'humanité a réussi à inventer, à comprendre, je pense qu'on peut quand même commencer à évoluer dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Si on prend l'histoire, on est passé en 60 ans d'un biplan arrivant à peine à voler à aller sur la Lune. Donc je pense que d'ici 2100, on va réussir à trouver quelque chose pour se sortir de ce pétrin, mais il faut espérer que ce ne soit pas trop tard. Mais on est très fort pour s'adapter, trouver des solutions, et il n'y a que quand on est vraiment au bout du rouleau que c'est là où on arrive à se débrouiller. Et du coup, ce que tu proposes, c'est d'aller polluer Mars ? Exactement, oui. Aller sur une autre planète comme ça. Après, est-ce que la solution, c'est pas juste d'autodétruire
la race humaine et laisser la planète faire sa vie sans nous. Mais justement, et est-ce que, justement, en s'autodétruisant, est-ce qu'on risque pas de tout détruire? Parce que on a tellement impacté, on est tellement ancré sur Terre, on a tellement fait de choses, notamment, je dis juste, par exemple, si l'humanité disparaissait comme ça d'un coup, toutes nos infrastructures, tout ce qu'on a laissé, les centrales nucléaires, les mines, les polluants, là, rien du tout arrêtera ça. Et est-ce que ça risquerait pas, en fait, à petit feu, de détruire tout, malgré qu'on soit plus là, en fait? On en revient à la notion de destruction. Et en fait, il y a deux petites remarques. Certaines personnes, souvent, c'était sauver la planète. Il faut qu'on sauve la planète est en danger. Et le simple fait d'expliquer que, en fait, non. La planète, il y a des grandes chances qu'elle poursuive, que des espèces vivantes continuent, mais sans nous. C'est-à-dire que c'est notre place, notre façon d'évoluer. Donc je pense que ce soir, il y aura des compléments extrêmement intéressants de Jean Renaud sur cet aspect-là. Mais la façon dont on a développé notre présence dans cette biodiversité fait qu'on a créé un contexte qui n'était plus vivable pour notre espèce. Et ça, il y a certainement, à part les vers, mais je ne sais pas exactement l'exemple, mais c'est un exemple qui ne suit pas au niveau évolutif, on crée notre propre perte. Généralement, c'est des facteurs extérieurs qui ont fait que le contexte changeait, l'espèce n'était plus adaptée, et donc disparaissait. Et une autre prenait le pas parce qu'elle se retrouvait plus évoluée que les autres. Avant, elle vivotait et elle se retrouve. Donc c'était des foisonnements comme ça. Et c'est vrai que la nature a quand même une capacité de régénération qui est extrêmement forte et qui est spectaculaire. Donc il y a des moments où se dire que le simple fait de laisser la nature reprendre ses droits et fonctionner à nouveau comme elle peut le faire, on peut profiter des services écosystémiques. Par exemple, laisser une zone humide, ça purifie l'eau, ça régule l'eau, ça empêche les inondations, ça coûte moins cher qu'une centrale d'épuration. Et ça peut être tout aussi efficace puisque les centrales d'épuration s'inspirent de la façon dont les zones humides fonctionnent. Donc il y a aussi des aspects positifs dans la façon dont la nature peut reprendre ses droits, mais c'est vrai que ça nous oblige forcément à avoir des changements radicaux. Et je crois que c'est vous qui parliez de changement d'échelle. On peut revenir par exemple à des productions d'énergie localement. C'est-à-dire que chaque industrie, chaque bâtiment, chaque artisan, chaque ferme devienne autonome au niveau énergétique. On évitera déjà toutes les déperditions d'électricité au niveau des conduites à haute tension, où tout part, une grande partie, je crois que c'est 60%, je ne sais plus, mais il y a une partie incroyable d'énergie qui part en fait au moment du transport. Donc il y a aussi des changements d'échelle, des changements de paradigme au niveau énergie, au niveau consommation qui peuvent influencer l'issue, mais le cheminement en fait de futur. Moi, je voulais rajouter quelque chose, c'est que je trouve quand même que depuis le départ, on a quand même un raisonnement qui est très centré sur l'Occident, dans un sens où d'abord, on part du principe, par rapport au militantisme, etc., que tout le monde peut militer. Vu que c'est un problème global, il faudrait que tout le monde puisse militer sur la planète Terre, ce qui n'est pas le cas. Et que le changement, du coup, il faudrait qu'il y ait un système un minimum démocratique pour que ça se fasse entendre, c'est pour toute la planète. Et aussi sur un aspect tout simplement économique, c'est qu'on parlait au début de changer tout ce qui était énergie fossile, hydrocarbures, ce genre de choses. Mais déjà pour un pays comme la France, qui est une des premières puissances mondiales, c'est un effort financier énorme, on est tous d'accord là-dessus. Alors sur plein d'autres pays, c'est littéralement impossible pour certains. Et il y a toujours des pays qui ont des problèmes rien que pour que leur population ait de l'électricité. Donc on part quand même de très loin. Donc je trouve qu'on a quand même une vision qui est très centrée sur nos problématiques. On part de bases qui sont déjà très élevées pour nous parce qu'on a déjà les finances nécessaires, l'énergie. On peut financer de la recherche, ce genre de choses. Alors que c'est absolument pas le cas pour tout le monde. Donc je trouvais que c'était aussi important de le rappeler, vu que c'est un problème global. Après, on l'a dit tout à l'heure,
ils ont dit que en France, c'était 12 tonnes en moyenne, c'est ça et que dans certains pays, la plupart des gens sont à zéro. Et je pense que ce ne sont pas des pays très développés et qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui, en fait, sont déjà dans un système qui n'est pas polluant. Donc, ils n'auront pas beaucoup d'investissement à faire, vu que de base, ils sont déjà sous la moyenne, sous le seuil qu'on veut atteindre. Mais il voudrait quand même remonter un petit peu. Et puis, il ne faut pas passer par toutes les étapes par lesquelles nous, on est passé depuis 1780 et la première machine à vapeur. Et c'est intéressant, et on le voit bien, moi, dans un endroit que je connais assez bien, à Madagascar, dans les zones où il n'y a pas eu d'électrification classique, genre centrale thermique, ligne à haute tension, etc. On passe directement à l'installation au micro-solaire de village. Et il n'y aura pas d'électrification des lignes, comme on l'a connu ici. C'est une méthode barbare du XXe siècle d'infrastructure qui n'a plus aucun sens. Comme on ne va pas passer, comme on l'évoquait tout à l'heure avec le téléphone portable, il n'y aura pas le passage par le filaire, par la construction de lignes téléphoniques, puis les téléphoniques numériques, puis les lignes téléphoniques à haut débit, etc., etc. Ça va se faire directement par le cellulaire. Donc c'est pareil, on ne va pas repasser par toutes les étapes par lesquelles nous on est passé. Et encore une fois, ça veut dire, si nous, il faut passer, si en gros, pour prendre un raisonnement tout simple, si en gros il faut passer à une moyenne de 2 tonnes de CO2 par personne, ça veut dire que nous, il ne faut pas qu'on passe de 12 à 2, il faut qu'on passe de 12 à 500 kilos. Puisqu'après, ça veut dire qu'il faut qu'aussi d'autres populations puissent augmenter. Vous voyez le raisonnement. Je vais peut-être pas forcément rebondir sur ce que vous avez dit, mais ce que vous aviez dit un peu plus tôt, c'est qu'en fait, finalement, quand on veut dire sauver la planète, in fine, c'est nous qu'on veut sauver, c'est pas la planète, c'est l'espèce humaine. Et du coup, ça me faisait penser à quelque chose, c'est que les homininés, l'être humain, depuis qu'on est là, a survécu et a continué à prospérer avec des changements qui étaient beaucoup plus terribles que ça. Je veux dire, avant de sortir d'Afrique, il y a eu des changements géologiques, des changements climatiques qui ont été absolument intenses. Et ensuite, on a eu des phases de glaciation, des phases interglaciaires. En ce moment, on est en interglaciaire. Donc, il y a un réchauffement climatique naturel, il y a aussi un réchauffement anthropique. Ça, c'est le GIEC qui le dit. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'on peut parler de chance? Ce serait un peu provoquant, mais est-ce que c'est pas une chance qu'on a à saisir pour changer les choses? Et en même temps, si on change rien, est-ce qu'on doit craindre une extinction de l'humanité? Pas sûr. Si on prend, je me tourne plutôt vers vous, professeur. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur ces sujets-là. C'est plus vraiment de la préhistoire ancienne, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des éléments de réflexion à apporter sur... C'est le problème, je ne suis pas d'accord avec mon voisin, c'est le problème de la pression démographique et des ressources. On va le voir avec l'eau très très vite, il ne faut pas rêver. L'Afrique, moi quand je discute avec... De toute façon c'est un sujet tabou, on ne peut pas en parler. Moi je vois en Afrique, il est hors de question de parler du nombre d'enfants, des choses comme ça, c'est complètement interdit. Mais là, il va y avoir des problèmes de toute façon d'ajustement qui vont se faire. On ne va pas forcément passer par la guerre, mais en gros, c'est un petit peu ça aussi qui va se passer. S'il y a des tensions très fortes sur l'eau, regardez le lac Tchad, qui a perdu 80% de sa, même plus, 85% de sa surface. Il y a 3 millions de personnes qui en vivent. Et quand en 1970, ils en vivaient bien, aujourd'hui, c'est plus possible. Et oui. Donc il y a des conflits armés, obligatoirement. Alors qu'il y a 3 millions d'années, forcément, ça se comptait même pas en millions, donc Avant, c'était... Michel Brunet vous expliquerait que jusqu'à la mer, il y avait un fleuve ou une rivière, il n'y avait pas de problème. Est-ce que il y aura des catastrophes certainement, mais est-ce que l'humanité a des chances de survie après tout ça? Certainement que oui. Peut-être que justement elle va évoluer. Néandertal, c'est terminé. Évidemment, l'humanité va s'adapter, mais on ne sait pas sur quel modèle, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas quelles seront les prochaines ressources. Il y a le problème de l'énergie qui se posera, le problème de l'eau, le problème de l'alimentation, le problème des maladies, parce que le Covid, c'est le début. On a vu avec les chauves-souris, c'est un problème d'écologie de la santé. D'ailleurs, il y aura un
très bonne université à Poitiers, première semaine de juillet, qui sera autour de l'écologie de la santé. Donc tous les étudiants qui sont intéressés peuvent venir. C'est à l'ENSI Poitiers. Bien la pub, hein, je l'ai amené. C'est dommage parce que j'avais une transition pile poil avec... Vous pouvez demander à Jean Renaud s'il avait la réponse à la question est-ce que l'espèce humaine va disparaître ou s'il fallait attendre la fin de la conférence pour avoir une idée plus précise. Mais c'est vraiment une transition parfaite sur le fait de finir par se poser la question sur voilà, l'avenir de l'espèce humaine. Et en fait, même quels que soient les choix qu'elle fait, c'est-à-dire que même si c'est des choix de retour sur soi, de travailler à d'autres niveaux, beaucoup plus, pas revenir à des notions de tribu, mais ça a aussi un impact sur l'adaptabilité de nos sociétés. Donc c'est extrêmement complexe. On arrive Encore une réaction, oui. Je voulais juste me permettre de dire quelque chose et après, voilà. Positive ? Non. Je suis étonné. Radical, par contre. Après, je dis plus rien, parce que ce matin, il y en avait déjà une qui disait après, je dis plus rien et qui reparlait. Après, si vous voulez que je me taise, je peux me taire. Hein. On n'a pas parlé de féminisme du tout pendant 2 heures, du coup, je me permets de dire un petit mot. Quand on parlait d'actions individuelles, on n'a pas du tout parlé du fait de la place de la femme dans ces actions individuelles les femmes qui sont surchargées de la charge domestique dans les couples, qui s'occupent des courses, qui s'occupent des enfants. Et dans ces mini-tâches individuelles dont on parlait, c'est encore les femmes qui vont devoir faire attention quand elles vont faire les courses, d'acheter du bio et de faire attention au budget. C'est encore elles qui vont devoir s'occuper des vêtements de leurs enfants. Donc la charge mentale et la charge domestique, elle va être encore mise sur le dos des femmes sur cette question-là. Et du coup, je pense que c'est important aussi de faire attention à ça et d'inclure le féminisme sur ces questions-là. Voilà. Ce qui fait qu'il faut changer de modèle et pas que le modèle de consommation. Il y a d'autres modèles à changer, ça c'est évident. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Et mon copain en est la preuve. Il fait des machines à laver, il sait faire à manger, il va faire les courses, hein, comme tout le monde. Super, mais ton copain, c'est pas 99%, oui, c'est pas 100% mais des hommes. après, c'est que je pense que c'est peut-être inscrit dans les mœurs. Beaucoup de personnes veulent garder ces mœurs et justement, on apprend par exemple à l'école, faire du compost, c'est génial, c'est écologique. Non, faire du compost, ça rejette du méthane. Le méthane, ça rentre dans l'effet de serre. Et ça, en fait, on ne nous le dit pas. Et pourtant, je pense que dans beaucoup, vous faites du compost à la maison. Peut-être vos grands-parents font du compost. On pense bien faire et au final, non. Donc au final, c'est inscrit dans nos mœurs. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on casse. Et c'est juste ça, en fait. Donc c'est pour ça, moi, honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et donc, du coup, les... moi, je n'ai pas de copain, donc c'est très bien. Et du coup, du coup, quand tu dis on veut garder nos mœurs, dans ce cas-là, on laisse l'inégalité homme-femme et on laisse les femmes se faire casser la gueule par leur mari ou... Mais c'est pas 99%. Après, c'est pas du tout le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais tu disais on veut pas détruire nos mœurs. Mais ça veut dire que c'est pas un mœurs. Oui, c'est pas du tout un mœurs. Frapper. Vous inquiétez pas, j'y serai. Après, 2 remarques. Le méthane émis par un compost, il est neutre en carbone, puisque le compost séquestre lui-même du carbone. Donc il y a un équilibre, contrairement à aller cramer du carbone fossile. Et du méthane fossile, c'est-à-dire celui qu'on va utiliser pour chauffer la baraque, il n'a rien à voir en termes d'impact sur le système climatique que du méthane biologique qui va sortir du paix des vaches, par exemple, ou de ton composteur. Après, je pense que la question du féminisme et la question coloniale, elle est un peu, c'est intéressant parce qu'elle est au cœur du débat aujourd'hui. C'est un débat qui traverse le mouvement écolo et qui traverse très clairement la gauche, qui traverse de manière super clivante. Et on le voit, hein, on le voit, les lignes de fracture que ça crée. C'est assez intéressant. Moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, une transition fondamentalement aboutie ne pourra pas se faire en maintenant un modèle colonial systémique. On le voit avec la question qui est un peu différente de la question des violences policières, ou avec un modèle patriarcal. Et c'est vrai que ça fait débat. Ça fait débat parce que finalement, être écolo, ça bouscule moins, à part, voilà, on va faire des petits gestes, etc. Ça bouscule moins de manière systématique l'ordre et établi des relations entre les personnes et les personnes, etc., que de se dire il faut l'accompagner d'une décolonisation ou d'une sortie complète
du patriarcat. Et ça remet en cause des choses super ancrées, comme disait les mœurs, qui font que c'est devenu... C'est fou les tensions que ça, on le voit hein, dans le paysage politique. Alors, moi, je voulais juste revenir sur l'extinction de l'espèce humaine. Je pense pas qu'on puisse parler d'extinction de l'espèce humaine, ça serait quand même vachement extrême. Mais peut-être une extinction de nos sociétés actuelles. En tout cas, notre niveau de confort, il va forcément baisser, je pense. En tout cas, on va devoir le faire baisser. Et c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Moi, du coup... pour continuer sur ce que tu dis, Gauvin, moi, je poserais la question, est-ce que, du coup, on continue à produire jusqu'à avoir les technologies nécessaires pour s'en aller, ou est-ce qu'on fait une rupture radicale avec le système? Technologie nécessaire pour s'en aller sur Mars? Je sais pas, moi, sur Mars... Non, mais pour s'en aller... pour s'en aller de Terre, quoi. C'est-à-dire... faire comme dans Avatar. Une planète qui convenait à la vie, et on n'est pas sûr qu'il y en ait d'autres quelque part qui aient les mêmes caractéristiques. Ouais, mais trouver la technologie suffisante à s'en aller. Après, je sais pas où, parce que c'est pas mon domaine d'études. Mais en gros, tu as loué un Airbnb, tu payes pas la facture, tu laisses les poubelles, tu fais pas le ménage et tu te casses, quoi. Peut-être. C'est le style. Non, mais c'est quelque chose qu'on. Alors après, ce matin, on a parlé de l'aspect démographique avec 8 milliards de personnes sur Terre. Déjà, ça va faire un grand vaisseau si on veut emmener les 8 milliards d'humains pour les sauver. Donc ça veut dire que tout le monde ne va pas être concerné. Et qu'ils partent. Ça ne me pose aucun problème. Ça fera déjà une sélection. Il y aura moins d'humains posant problème, puisque on a vu tout à l'heure qu'il y a des grandes chances que c'est ceux qui ont l'empreinte environnementale la plus importante. Donc, mais au-delà de ça, il y a aussi les solutions technologiques innovatrices qui sont souvent mises en avant. Et ça sera un aspect qui fera suite à la conférence de Jean-Renaud Boisserie ce soir par Jérôme Frignier, qui est directeur programme de Greenpeace, qui parlera en visio justement sur certaines fausses solutions, notamment liées à la technologie, où c'est des technologies qui permettent de gagner un petit peu en carbone, mais qui utilisent énormément d'électricité. Donc ça veut dire qu'il va falloir... donc est-ce que cette électricité utilisée n'est pas utile à d'autres, plus utile à d'autres fonctions, et de plutôt faire une sobriété pour moins émettre de carbone, plutôt que de continuer de les émettre en disant il y aura un jour une technologie qui permettra de réabsorber tout ça sans problème et de faire des briques en carbone pur pour faire des manches de pioche ou des briques indestructibles. On arrive au terme, donc c'était à nouveau extrêmement enrichissant, je trouve, les débats. On navigue un peu à vue sur des sujets complètement différents, mais globalement on retombe sur des idées assez convergentes par rapport à d'autres états de vie. Donc merci beaucoup aux étudiants en premier lieu d'avoir joué le jeu et d'être venus et organiser ce débat qui était avant tout créé pour vous, pour changer un petit peu la façon de parler de ces choses. Et merci beaucoup aux différents animateurs, à Gilles, François, Frédéric-Jeanne, Jérôme. Merci beaucoup. Et donc la journée va se terminer avec une partie publique, donc la conférence de Jean-Renaud Boisserie qui est tout au fond de la salle. Donc ça se passera ici finalement. Donc début prévu à 18h30. Merci encore à tout le monde. Merci.